Bon voilà, chers amis, là comme vous le voyez, nous sommes bien en live ici. On va essayer encore de voir si on va réellement voir les amis. On a déjà Jean Lewis qui est tag et tous ses amis, tout ça là, ils sont tag. Et voilà. Voilà. Bon, voilà, nous sommes en live ici, nous sommes bien ici, en plein Chicago, comme vous le remarquerez. Voilà. Nous avons bien ici John Lewis avec nous ici, voilà. Monsieur Bernard Pongui, bonjour. Bonjour, monsieur John Lewis. Voilà, Bernard, donc ami de Radio Congo Live en Chicago, de passage ici pour des problèmes de famille, je crois. Exactement. Et on a profité pour rencontrer la radio de la communauté sur place. Exactement. Alors Bernard Pongui, d'entrée de jeu, nous savons que vous êtes très occupé, un programme chargé pendant ce week-end. Depuis quelque temps, vous n'avez cessé de produire des vidéos sur l'accord Ntoumi-gouvernement. Alors, un mot sur ce que vous pensez être l'erreur de Ntoumi. Bon, mais quand déjà vous voyez M. Ntoumi sortir, la première des choses, Ntoumi ne pense qu'à lui-même. Hein, quand Ntoumi pense à lui-même, la première des choses, il demande à son ami Sassou. Il n'a pas de maison, donc Sassou va donc lui trouver une maison. Il donc demande à Sassou de lui restaurer dans ses fonctions. Vous voyez? Et puis il demande à Sassou de penser à tous ces gens qui sont tout autour de lui, donc les Ninja Ntsiloulou. Donc vous voyez que Ntoumi n'est pas un acteur politique. Hein? Monsieur Ntoumi ne pense qu'à lui-même. Et les populations, qui va récompenser les populations? Qui va dédommager toutes ces populations-là? Vous voyez? C'est ça notre colère. C'est ça que nous sommes en train de dire au monde entier. Alors, concrètement, avez-vous une idée du contenu réel de cet accord? Bon, mais écoutez, les accords, ça a été public. Si vous voyez dans les accords, ce qui est plus important dans les accords, c'est d'abord l'amnistie de Ntoumi. C'est ça qui est plus important. Nulle part c'est écrit qu'ils vont penser à toutes ces populations, qu'ils ont détruit les maisons, qu'ils ont détruit les familles, qu'ils ont carrément sorti de leur village. Vous voyez, monsieur Lewis? C'est ça que nous sommes en train de dire que... déjà, quand vous voyez la sortie de Ntoumi, Ntoumi il est sorti, il est très souriant. Autour de lui, tout le monde est souriant. Mais le sourire là signifie quoi? Ça signifie mission accomplie. Mission accomplie veut dire, bon, il continue à jouer au même jeu, qui est celui de détruire la vie des populations, garantir le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, et en même temps, lui, il va donc recevoir sa récompense, qui est celui de devenir l'homme d'affaires dans le pôle. En réalité, c'est ça le jeu. Bernard Pongui, une question toute simple. Entre Ntoumi, Sassou Nguesso et donc le gouvernement, qui pensez-vous être le plus rusé des deux? Ben, écoutez, Ntoumi est plus rusé aussi, au même titre que Sassou. C'est ça qu'il faut le dire. Parce que quand vous voyez deux groupes se décident de détruire tout un département, briser la vie de population, jusqu'à arriver même à couper les arbres fruitiers, M. Jean Lewis, vous comprenez là que nous faisons face à deux hommes qui sont rusés, à deux systèmes qui sont rusés, le système Parti contre le travail de Denis Sassou Nguesso et le système Ntoumi et les Ninja Ntsiloulou. Alors, Ntoumi a-t-il fléchi parce que vous pensez qu'il a cédé à la pression du gouvernement ou bien qu'il a estimé qu'il fallait, une fois pour toutes, alléger les souffrances de ces populations? Non, mais écoutez, M. Lewis, si vous comprenez ce qui est en train de passer ce qui est en train de se passer au département de Poul, vous allez vous rendre compte qu'il y a véritablement un problème. Ce n'est pas un problème de Ntoumi qui se rétracte. Ce n'est pas ça. Ça fait partie d'un plan, d'un complot. D'ailleurs, le complot que nous avons déjà vécu en 1997, en 1998, et le même complot revient encore. Ça n'a pas commencé qu'au 4 avril 2016.
On ne peut pas dire que Ntoumi s'est recontracté, c'est contracté, et dire que parce qu'il y a eu pression du public. Non, nous pensons que ces deux individus travaillent ensemble. L'un est là pour garantir le pouvoir d'Denis Sassou Nguesso. Sassou est très content d'avoir un partenaire dans le pool qui est capable de sacrifier les populations pour des intérêts d'argent. C'est ça la vraie raison. Alors donc, dans une large mesure, vous pensez au niveau de la diaspora, donc de l'opposition, que Ntoumi est de mèche avec Sassou, que pour vous, Ntoumi n'est plus l'interlocuteur valable. Mais il n'est pas l'interlocuteur valable. Déjà, quand vous le voyez dans cette déclaration, il ne pense qu'à lui-même. Nous, dans notre combat, ce n'est pas l'affaire d'un individu, ce n'est pas l'affaire d'un Congolais, c'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire de tous les citoyens. Si vous faites face à un homme politique, qui prétend être un homme politique, qui pense à lui-même d'abord, alors il faut le dire de manière claire que nous faisons face à un bandit de grand chemin. Alors, Bernard Pongui, je vous ai suivi il y a plusieurs années déjà. Vous n'avez de cesse dans vos vidéos de critiquer Mathias Nzong, que vous pensez être proche du pouvoir, mais que suggère à vous cette image entre Mounari et Mathias Nzong en train de produire une vidéo? Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, écoutez, ça c'est déjà une bonne idée. On a vu ces deux groupes, parce qu'il faut le dire que le groupe de Mathias Nzong n'était jamais parti aux élections présidentielles de 2016, parce qu'ils avaient pensé que aller aux élections, c'est une façon d'accompagner Sassou. Bon, mais aussi nous pouvons comprendre que une fois que nous sommes partis aux élections, mais c'est aussi une façon de démontrer aux yeux du monde entier que Sassou ne pourra pas être voté par le peuple congolais. Et c'est par cette élection que nous avons su que Sassou Nguesso n'a eu que 8% et Sassou Nguesso ne représentait plus la légitimité pour le peuple congolais. Bon, aujourd'hui, nous avons vu Mme Mounari et Mathias Nzong ensemble en train de faire une vidéo. C'est très bien parce que ça peut montrer le côté unité, ce que nous voulons, vous voyez. Mais nous voulons que ça ne s'arrête pas seulement au niveau des déclarations. C'est-à-dire que Mathias Nzong qui se réunit avec Mounari, vous le savez que... Qu'est-ce que vous proposez? Des meetings pour critiquer le pouvoir concrètement? Il faut qu'il y ait des véritables actions. Les déclarations ou les réunions dans les bureaux ne suffisent pas pour faire sauter un régime criminel et dictatorial que nous faisons face au Congo-Brazzaville. Mathias Nzong et Mounari ont des multimilliards de l'argent du Congo. Hein? Il faut le dire que ces deux-là ont aussi contribué dans cette action qui consiste à ramener le serpent à 1000 têtes au niveau du pouvoir au Congo. Donc, du moment où ils ont aidé à ramener Sassou au pouvoir, ils ont aidé Sassou à s'asseoir au niveau du pouvoir et à ancrer sa dictature, il faut aussi que ces deux-là s'engagent fermement à pouvoir aider le peuple congolais à dynamiter le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Pour cela, nous demandons à Mathias Nzong et Claude Mounari de mettre les moyens du Congo qui les détiennent, parce que ces gens-là, ils ont des multimilliards de l'argent du Congo dans des banques à l'extérieur. Mettez cet argent en jeu et nous, on fera le travail à leur place. Alors, regardons maintenant du côté de la diaspora militante, celle aussi bien du Canada, des USA que de la France. Bernard Pongui, que pensez-vous être cette diaspora à ce jour qui est si divisée? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aurait dans l'intervalle des gens qui se sont déjà refroidis et qui seraient tentés justement de quitter le navire? Bon, écoutez, M. Dean Lewis, comme nous avons tous l'habitude de le dire, si nous partons en rang dispersé, nous ne gagnerons jamais le combat. Il faut que les gens se rassemblent autour d'un véritable projet qui est celui du Congo libéré. Voilà pourquoi nous demandons à tous ces amis d'enlever le côté qui les retient, c'est-à-dire le côté égo, le côté ethnique, parce que c'est ça aussi, des affinités, s'accrocher à un système. Si nous voulons sauver, il faut sauver le Congo. Il ne s'agit pas des intérêts de Bernard Pongui ou de M. Dean Lewis ou de tous ces leaders de la diaspora que nous connaissons. Nous demandons simplement à la diaspora, que ce soit la diaspora du Canada, la diaspora des États-Unis, de mettre sur table tous les problèmes que nous avons, les problèmes internes, de raser tous ces problèmes et revenir sur une force. Moi, j'aimerais bien voir tous ces leaders de la diaspora autour d'un petit congrès. On peut organiser ce congrès. Je parle des anciens partisans de Ntoumi et qui revendiquent être proches de lui, qui produisent des vidéos dans lesquelles ils démontrent effectivement que Ntoumi, pour eux, reste le leader incontesté. Est-ce que vous pensez que ceux-là sont encore avec vous ou ont déjà quitté le navire? Bon, il faut le dire que dans ce même groupe de Ntoumi, il y a de ceux qui commencent un peu à réfléchir. Il y a de ceux qui commencent aussi à voir les problèmes du Congo, les problèmes du Congo d'une manière objective. Ils essaient de regarder le côté positif et le côté négatif. Mais nous sommes en train de voir que
dans tous ces groupes, il y a aussi ceux qui sont radicaux, c'est-à-dire ceux-là qui pensent que Ntoumi n'est pas de mèche avec Sassou. Mais ce qui est plus important pour ces compatriotes-là... Quel est l'argument de poids ou de poigne que vous avez pour convaincre, faire entendre raison à ceux-là? Bon, nous leur demandons que c'est les problèmes des populations. Qui va s'en occuper des populations? Si nous nous contentons autour des leaders, parce qu'il faut le dire qu'un leader, il est passager. Le véritable problème que nous devons mettre sur la table, c'est les problèmes des populations du département du Pôle ou les populations de tous les autres départements. Vous voyez, le problème du Pôle, Ntoumi ne peut pas penser qu'à lui-même. C'est-à-dire qu'on lui restaure ses fonctions, qu'on lui donne tous les moyens qu'il avait de l'homme d'affaires, et les autres populations, qui va s'en occuper? Et c'est ça la responsabilité de la diaspora. Il faut que nous puissions mettre tous nos efforts là-dedans pour penser à la vie des populations. Parce qu'il faut le dire que pour nous, nous comprenons qu'il y a un certain nombre des amis qui continuent à penser que Ntoumi demeure leur leader, mais il faut leur dire qu'il y a des populations qui sont aussi en train de vous guetter. Vous voyez? Tant que nous n'allons pas résoudre les problèmes des populations, pour nous, il n'y a aucun leader. Il n'y a aucun leader. Quels sont, à ce jour, Bernard Pongui, dans l'hypothèse d'un dialogue national, les acteurs que vous croyez être des acteurs sérieux? Bon, on le dit, hein, tous les Congolais sont la bienvenue autour d'un dialogue qui concerne les problèmes du Congo. Hein, on ne peut pas exclure les Congolais. Il faut le dire qu'il s'agit ici de ramener tous les Congolais sur une table, des Congolais qui ne feront plus les erreurs commises par la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire lavement de main, pardonner des gens. Nous sommes pour le principe de la tolérance zéro, c'est-à-dire qu'il nous faut une véritable justice, une véritable police, un véritable système de sécurité pour traquer tous les criminels. Parce que pour nous, on le dit, chers amis, on le répète encore, hein, on le redit encore à vos auditeurs, tant que le Congo ne mettra pas en place des véritables stratégies du point de vue judiciaire, militaire, de la sécurité nationale, le pays va continuer de rouler sur des coups d'État en coups d'État. Hein. Il faut que tous les Congolais se rassemblent autour d'un projet qui est celui du Congo, qu'on appelle dialogue national, qu'on appelle Mbongi. Il faut que tous les Congolais soient ensemble pour traiter le problème, pour amener le Congo vers une nouvelle direction. Alors Bernard Pongui, je constate avec plaisir que votre position a plus ou moins évolué, parce que nous savons que vous êtes pour l'option radicale, notamment l'option militaire, mais vous ouvrez là une fenêtre qui nous fait plaisir. Non, mais écoutez, M. John Louis, on vous le dit d'une manière claire. On l'a toujours dit que si les Congolais se décident aujourd'hui à aller autour d'une table de négociation, le départ sans condition de Sassou Nguesso c'est sans condition. Hein, et ça, il faut le dire. Hein. Il faut le dire que tous ceux-là qui ont travaillé dans le système Sassou, qui ont mené le pays dans la banqueroute, dans la destruction, dans la répression, ne sont plus la bienvenue dans ce pays. Et ils ne peuvent plus continuer dans le domaine politique. Il faut le dire comme ça. Si nous faisons face à des bandits, il faut les exclure de la politique. Donc le dialogue que nous sommes en train de dire, si jamais il y aura lieu, ce dialogue traitera de ce genre de problème et éventuellement ce dialogue se décidera de ce qu'on fera à tous ceux-là qui ont mené le Congo à l'abîme. Mais nous, on le répète, nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont tué ne seront pas en liberté, ils ne seront pas amnistiés. C'est ça la réalité. Hein, il faut que la justice, sinon il n'y aura jamais de la réconciliation sans pourtant qu'il y ait la justice. Et ça, c'est ce que nous pensons. Alors, au niveau, nous allons bientôt conclure cet entretien. Bernard Pongui, au niveau du pouvoir même, nous constatons que progressivement, il y a quelque chose qui se dessine, notamment des fissures, des camps qui se créent à l'intérieur même du système. Vous avez le fils du chef de l'État, le chef de l'État lui-même, et puis, je crois, les partisans du PCT. Quelle est justement la stratégie de l'opposition pour en faire justement un crédit? C'est-à-dire, comment vous pouvez utiliser ces failles au niveau du pouvoir pour faire avancer votre agenda? Bon, monsieur Louis, vous le savez, hein, le système de Sassou est bâti comme ça, diviser pour mieux régner. Il peut diviser de l'intérieur de son parti, de l'intérieur de son groupe, de son clan, il peut diviser de l'extérieur. Pour nous, les problèmes du clan en sont, comme on dit, on s'en fout de ça, excusez-nous de l'expression, on s'en fout des problèmes de ce clan. Ce qui est plus important pour nous, c'est de ramener la justice, c'est de ramener la paix, c'est de ramener un véritable système économique pour le pays. Voilà pourquoi nous appelons tous les Congolais de ne pas aller dans la distraction, parce que pour nous, les problèmes internes, c'est une distraction. On s'en fout de tous ces problèmes-là. Soyons plus déterminés pour que nous puissions arriver à notre objectif, qui est celui de pouvoir chasser les criminels et les brigands au pouvoir au niveau du Congo-Brazzaville. Apparemment, on parle de plus en plus de la succession de Denis Sassou Nguesso et que son fils serait celui-là le successeur. Quels moyens politiques avez-vous pour arrêter cela?
Bon, monsieur Djenowis, vous savez les conditions politiques actuelles au Congo. Si cette diaspora ou les Congolais d'une manière générale sont en train de penser à l'élection de 2021, hein, comme déjà nous sommes en train de voir, comment on appelle le chef de file de l'opposition de Sassou, Pascal Satima Biala, appelait le Congolais au rassemblement pour aller à une éventuelle élection. Vous voyez que les conditions de la première élection n'ont jamais trouvé de résolution. Donc vous ne pouvez pas aller à une deuxième élection sans pourtant résoudre les premiers problèmes. Vous voyez? Donc si vous partez aux élections dans des conditions pareilles, vous voyez que vous donnez là un boulevard grandement ouvert au fils de Sassou parce qu'ils vont encore frauder, ils vont utiliser la force, la répression et Denis Krissel sera, en fin de compte, le président du Congo. Ce que nous demandons aux Congolais, c'est d'utiliser toutes les stratégies. Vous savez qu'à l'heure où nous sommes, les gens là se sont préparés financièrement, militairement. Si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes militaires du Congo, vous n'allez pas résoudre les problèmes financiers du Congo. Vous voyez que c'est la succession du pouvoir du père au fils, ou encore c'est le clan qui gardera le pouvoir. Donc il faut que les Congolais de la diaspora soient plus, on peut dire, plus stratégiques, hein, plus stratégique pour amener une véritable solution qui va donc pousser Sassou à revenir en réalité sur la table de négociation pour revoir comment ils vont revoir la question de la structuration de la chose électorale. Tant que nous n'allons pas amener ces stratégies, vous voyez que vous donnez là, comme on dit, le chien à bois, la caravane continue de passer, et donc Sassou va continuer à demeurer là, les parents de Sassou vont continuer à demeurer, et le citoyen congolais va continuer à demeurer dans la souffrance comme actuelle. Bernard Pongui, on fait toujours à l'opposition congolaise le reproche de ne pas avoir une politique globale, une espèce de gouvernail d'idéaux, donc de livres de chevet, pour justement diriger son action. Alors cette opposition qui manque de stratégie, est-elle en mesure justement de faire chanter le gouvernement? Bon, vous le savez, à l'heure où nous sommes en train de parler, l'opposition au Congo est muselée. Hein. D'un côté, de l'autre côté, vous avez une opposition de farce qui travaille avec le système au pouvoir. Le peuple congolais, dans son ensemble, comptait sur sa diaspora. Vous voyez, M. John Lewis, comptait sur sa diaspora. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande partie des jeunes Congolais qui comptent sur sa diaspora pour sa libération. Mais si nous essayons aussi de regarder au sein de la diaspora, il y a des fractions qui se forment, il y a des fractions, il y a des gens qui s'acoquinent autour. Un certain nombre des responsables politiques accoquinés au Parti congolais de travail. Vous voyez que nous faisons face là à un Congolais, à une situation politique au Congo qui est en train de se disperser. Vous voyez? Donc il faut que nous, dans la diaspora, nous prenions le leadership. Et nous, le leadership que nous sommes en train de demander, ce ne sont pas les opposants de demain ou d'aujourd'hui. Hein. Ce ne sont pas les gourous girouettes qui ont déjà travaillé avec le Parti congolais de travail qui vont apporter la solution. C'est la jeunesse congolaise de prendre le leadership. Parce que si vous faites affaire à un seul leader, si la tête de ce leader est coupée, rien n'avancera. C'est la jeunesse ensemble et nous allons avancer pour apporter la solution. Bernard Pongui, avant-dernière question. Tout récemment, le 15 août, il y a un collectif de partis et de personnalités qui s'est réuni, donc ils se sont réunis à Paris pour célébrer le 15 août sous le signe du rassemblement. Parce que, pense-t-il, les forces de l'opposition sont émietées, éparpillées, qu'il faut un ressaisissement. Est-ce que vous, au niveau du Canada, vous avez commencé à faire la même chose? Bon, ça, je vous le dis, il faut être honnête, non, on ne l'a pas fait au niveau du Canada. Alors pourquoi reprochez-vous à ceux de la France d'être des gens pas sérieux? Non, moi je n'ai jamais dit les gens ne sont pas sérieux. Hein. Il faut le dire que c'est d'ailleurs une bonne initiative au niveau de la France que les gens se rassemblent pour pouvoir parler des problèmes du Congo en ensemble. Mais au Canada, ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Je ne suis pas en mesure de répondre à ces questions parce qu'il faut que tous les leaders du Canada puissent se dire pourquoi ils n'ont pas pu organiser la chose. Mais c'est éventuellement, c'est ce que nous sommes en train de vous le dire aujourd'hui, qu'il y a des fractions, il y a des gens qui ont préféré se rétracter parce qu'ils ont le problème de leadership, ça on peut le dire, mais en tout cas on nous dit peu importe le problème de leadership, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit en Amérique du Nord, ce qui est plus important pour nous, c'est le peuple congolais dans son ensemble. Voilà pourquoi ici nous profitons de votre temps d'antenne de lancer un appel solennel à l'unité de la diaspora. Hein, surtout la diaspora d'Amérique du Nord, la diaspora, quand on parle de Canada et États-Unis, ça représente une force qui continue à faire trembler le système Sassou. Nous demandons à tous ces leaders que revenez sur la table du travail. Nous allons rebâtir les mêmes stratégies. Il y a d'autres stratégies qui sont en place. On a ouvert un grand cercle de réflexion. On a des grands supports, des grands politiques.
Nous avons donc Bernard Pongui qui est invité du journal de la communauté. Alors, allez-y Bernard. Et voilà, donc on a des grands politiciens qui nous soutiennent aujourd'hui, on a des grands contacts qui nous soutiennent aujourd'hui. Revenons, nous allons travailler ensemble pour emmener le pays vers une nouvelle direction. Alors pour terminer Bernard Pongui, j'ai une question sur les rapports entre la France et le Congo-Brazzaville. Nous savons que cette crise oppose l'opposition, la diaspora militante au pouvoir, aussi bien une partie de la population et l'opposition de la diaspora militante. Mais là-dedans, vous avez un troisième larron qui est la France. Vous avez souligné l'autre jour que le Congo avait encore des relations séculaires et qui étaient là, qui n'étaient jamais rejetées par le gouvernement actuel, et que la France a une mainmise sur la décision qui devrait être prise par le gouvernement congolais. Alors comment pensez-vous surmonter cette mainmise de la France sur la politique congolaise? Bon, vous le savez, hein, ça c'est depuis les accords de Berlin que le Congo reste sous la direction de la France. Ça c'est des choses que nous ne pouvons pas revenir sur ça. Mais tout ce que nous sommes en train de dire aux politiciens français, que vous êtes en train de commettre une erreur très grave, c'est-à-dire en soutenant un criminel, un dictateur, un homme qui a pillé l'économie de son pays, et aujourd'hui vous êtes en train de protéger un clan et une famille. C'est une erreur très grave, parce que si jamais les Congolais réussissent de trouver un autre chemin qui leur permet de faire chambouler le système Sassou, alors vous voyez que les intérêts de la France seront mis en difficulté au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, travaillons tous ensemble, pensons à sauver le Congo, pensons à sauver les populations au lieu de sauver un clan. Et nous le disons aux politiciens français, revenez avec cette jeunesse. Les politiques d'exclusion de la jeunesse congolaise ne seront plus la bienvenue. C'est des politiques dangereuses qui vont, aujourd'hui, ce sont des politiques qui profitent à un système d'élite politique au niveau de la France, mais qui ne profitent pas en général au système économique français, c'est-à-dire à tous les Français. C'est juste une partie des élites qui supportent le système criminel. Voilà. Mais quand nous, les Congolais, on va trouver donc ce chemin qui nous permettra de changer les choses au Congo, vous voyez que on n'aura pas le choix, c'est de déboulonner les intérêts de la France au Congo. Alors vous voyez que dans cette crise, la France est une composante tout à fait essentielle. Et là-dedans, vous avez non seulement les multinationales, donc les compagnies qui exploitent par exemple le pétrole dans notre pays, mais aussi les gouvernants eux-mêmes. Donc vous avez aussi bien ceux qui ont des relations privilégiées personnelles avec les dirigeants de Brazzaville, mais aussi les gouvernants. Est-ce que vous avez dans votre stratégie, notamment celle de l'opposition, essayé de faire des clins d'œil, quelle est l'approche, quelle est la stratégie que vous avez pour justement faire des propositions alléchantes à ceux-là pour qu'ils comprennent effectivement qu'ils devraient plutôt se tourner de votre côté? Bon, mais monsieur le Dieu, alors pourquoi, comment expliquer le fait que malgré tout ce que vous faites, tout ce bruit, ces vidéos que vous produisez, que les gens continuent de croire que ceux qui dirigent là sont les meilleurs? Bon, monsieur Djinowis, comme vous le savez, l'économie est le moteur, c'est l'économie qui dirige la politique. Les économistes sont là, c'est eux qui sortent de l'argent, les politiciens sont là pour mettre des lois en place pour pouvoir supporter et accompagner les économistes. Le problème du Congo, c'est Total et Eni. Il n'y a que deux compagnies, l'italien Eni et le français Total. Il y a un lien de corruption énorme dans ces compagnies. Ces compagnies-là prennent les richesses du Congo gratuitement, avec, on peut le dire, le petit pourcentage qu'on donne à Sassou, c'est pour sa famille. C'est l'économie qui supporte Sassou. Et donc, la politique est donc obligée de pouvoir supporter ça. Et nous sommes en train de le dire, là nous le disons, au peuple français d'une manière générale, au peuple italien d'une manière générale. Un petit groupe de politiciens bénéficie aujourd'hui de la richesse. Pendant qu'il y a du sang du Congo et des Congolais sont en train de couler, c'est une erreur très grave. Et nous sommes en train de le dire, c'est maintenant ou jamais qu'il faut revenir à la table, revoir avec le peuple congolais. Parce qu'il faut le dire, chers amis, et il faut le dire à vos auditeurs. Il faut travailler avec le peuple congolais et non les individus, et non Sassou. C'est le peuple. Les richesses appartiennent au peuple. Travaillons avec le peuple congolais. Le peuple congolais veut le départ de Sassou, l'abolition du système parti contre le travail, le rétablissement de la démocratie, éventuellement mettre en place les systèmes judiciaires et le système policier pour la sécurité du pays. C'est ce que le peuple veut. La liberté d'expression, c'est ce que le peuple veut. Et pour le moment, nous ne voyons pas que les politiques françaises veulent apporter le changement. Mais, M. Djinowis, comme on vous le dit, le pouvoir appartient au peuple et le peuple se battra pour retrouver ce pouvoir.
Voilà, donc c'est la fin de cet entretien, mais Bernard Pongui, je ne vous laisse pas partir sans évoquer l'actualité morose qui frappe les USA depuis quelques semaines avec des décès en cascade. On en a eu 4, 2 au Texas, un ici et un autre à Indiana. Bernard Pongui, en quelques secondes, un mot là-dessus. Non, mais c'est très triste. Déjà, nous sommes là aussi. Nous allons aller assister à la famille de Serge Makwangou. Oui, Serge Makwangou, oui, qui est décédé ici. Et donc, nous souhaitons les condoléances à ces deux familles et la famille du Texas qui a perdu les 2 enfants. Et vous voyez, chers amis... Notamment Annabelle et Marcel, les 2 enfants. Voilà, donc c'est des événements tristes, mais vous voyez, la vie est faite ainsi. Il y a des bas et des hauts. Mais il faut que nous soyons des communautés soudées pour pouvoir assister. Aujourd'hui, nous irons voir la cérémonie d'exposition de corps, notamment à 16h, voilà. Entre 16h et 18h ici. Oui. Voilà, donc demain, nous irons aussi à son enterrement, et juste une façon de pouvoir accompagner la famille. Donc nous demandons au peuple congolais de pouvoir soutenir ces 2 familles, parce que c'est une situation difficile. En même temps aussi, nous devons soutenir toutes ces familles congolaises qui perdent leurs siens sous les balles de la dictature. Voilà, donc je rappelle que nous aurons 2 cérémonies, une cérémonie ici et une autre au Texas, notamment à Houston, qui se tiendront pratiquement au même moment. Exposition du corps de Makwangou, Serge Makwangou, décédé le 11 dernier, de 16h à 18h. Vous pouvez aller sur notre site Facebook, vous aurez l'adresse de cette exposition, et une autre exposition va se dérouler au Texas, là-bas à Houston. Merci Bernard Pongui d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme qui dirait en chair et en os aujourd'hui, Bernard Pongui. Merci encore beaucoup, une fois. merci, Bon séjour à Chicago. Merci beaucoup. Voilà. Allez, au revoir.